Évidemment, on s'est affolé un peu vite, mais c'est normal. On a une affaire comme ça, les médias s'y mettent, tout le monde est inquiet, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient. Donc il y a une espèce d'emballement qui s'est produit. Mais moi, je dois dire que j'ai jamais été très impressionné par cette affaire-là. J'ai été beaucoup plus impressionné, comme l'a rappelé Patrick Cohen à l'instant, par l'ampleur des destructions qui ont été infligées par les Russes à la population ukrainienne. Les Russes, selon une formule célèbre, ne font la guerre actuellement qu'aux civils. C'est absolument... Et là, il y avait un phénomène, et je crois qu'au bout du compte, je crois que j'ai cru comprendre que le président Biden avait une formule assez heureuse. Il avait dit... au bout du compte, c'est quand même une responsabilité russe. Oui. Parce que c'est effectivement une c'est une balle perdue, si je comprends bien. Ils ont envoyé un missile qui s'est égaré, etc., dans une stratégie de défense. Donc la responsabilité fondamentale, c'est celle-là. Alors moi, je n'ai jamais cru qu'il y aurait un risque d'emballement. Je pense que si ça avait été d'origine russe, ça aurait sans doute été une bavure, un échec, etc. Peut-être que ça aurait pu entraîner une réaction proportionnée, immédiate, mais je ne pense pas qu'on soit du tout dans une situation comparable à celle que vous avez évoquée en 1er septembre 1939, où là on avait vraiment une volonté très très délibérée d'Hitler et de Staline d'ailleurs, parce qu'ils avaient... Non, ce qui impressionne, c'est simplement que les mécanismes d'alliance se mettent en place. On a vu Varsovie... Il y avait beaucoup de retenue. Les Polonais, à qui on n'a pas l'habitude de reconnaître une réputation de modération énorme, ont été parfaits. C'est-à-dire qu'ils ont aussitôt demandé non pas la mise en œuvre de l'article 5, mais l'article 4, qui était simplement la réunion du Conseil de l'OTAN pour examiner la situation. L'article 5, il faut le préciser. Les Américains qui sont ceux qui détiennent l'information, ont eu l'habileté, à mon avis, de donner l'information aux Polonais, si bien que ce sont les Polonais eux-mêmes qui ont été amenés à dire que ce n'était pas les Russes. Là, on voit quand même quelque chose qui me frappe depuis le début de cette affaire, depuis le 24 février, c'est l'extraordinaire maîtrise des Américains de toute la gestion de ce conflit. Du sang-froid. Du sang-froid, à la fois de la rigueur, de la modération, de l'opportunité, etc. C'est sans doute effectivement le patron de la CIA, qui est un homme très remarquable, qui orchestre tout ça de façon assez magistrale. Ça contraste tellement avec les improvisations complètement fantasques du président Trump dans la période antérieure. Et plus la guerre dure, plus ce genre d'incident risque de se généraliser, Jean-Luc Bourlanges? Je ne sais pas, moi je crois que ce qui est très grave, c'est la décision que je suis convaincu depuis longtemps que les Russes considèrent que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent à l'Ukraine, c'est une guerre extrêmement douce. Alors, ce n'est pas nos critères, mais ce sont les leurs. Comparé à ce qu'ils ont fait à Grozny, ce qu'ils ont fait en Syrie. Et donc, ils sont décidés à infliger à la population ukrainienne des désastres, des dommages absolument énormes et à pourrir véritablement la vie quotidienne de tous les Ukrainiens. Et il me semble, de ce point de vue-là, on parle de reconstruction, mais je crois que le véritable enjeu pour nous, au-delà de l'aide militaire, il faut continuer à donner des armes et même sans doute renforcer l'aide en matière de missiles, mais au-delà de ça, il faut véritablement faire quelque chose qui s'apparente un peu à ce qu'a été, tout est différent bien sûr, à ce qu'a été le pont aérien sur Berlin en 1948, c'est-à-dire une aide, je crois que les puissances occidentales doivent vraiment orchestrer une aide systématique en direction de l'Ukraine pour permettre à ces millions de gens de vivre pendant l'hiver sans crever de faim, sans crever de froid, en pouvant... ça c'est un immense effort que nous devons entreprendre. La guerre a changé de nature et l'action civile sera aussi importante que l'action militaire dans les mois qui viennent. Vous l'avez rappelé tous les deux, l'Ukraine a été particulièrement touchée hier, ce qui a fait réagir en ces termes le président Volodymyr Zelensky. Здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на 2 станціях. Це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить. Ось це відповідь від Росії для Індонезії, Індії, Китаю та усіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати.
Ces tirs de missiles, c'est aussi un avertissement, justement, aux membres du G20, comme le pense le président ukrainien? Ou une réplique? Peut-être, mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Patrick Cohen sur le fait que on avait une grande interrogation il y a quelques mois, notamment au printemps, savoir on avait l'Ouest, l'Est et le reste. Le reste, c'était la Chine, c'était l'Inde, c'était l'Afrique, c'était le Brésil. Et on avait le sentiment, et les diplomates français avaient ce sentiment aussi, que le reste nous échappait. Que le reste, au bout du compte, disait toutes ces affaires européennes, c'est des affaires de puissance coloniale, ça ne nous regarde pas, vous ne nous attirerez pas dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et on a vraiment le sentiment que depuis 2-3 mois, les choses ont profondément changé, qu'un certain nombre de puissances, et d'abord la Chine, mesurent les conséquences collatérales énormes sur l'ordre économique, sur l'ordre mondial, sur la lutte climatique, enfin sur un ensemble d'enjeux de la poursuite de ce conflit. Et donc là, on a effectivement un isolement assez grand de la part des Russes par l'ensemble de la communauté. C'est ça que signifie effectivement le G20. C'est un élément vraiment nouveau par rapport à la situation il y a quelques mois. Ce que vous dites, c'est exactement ce qu'a voulu souligner Emmanuel Macron avec son discours pour clore le G20. En tout cas, c'est ce que dit le communiqué commun, c'est que la plupart des membres du G20 ont fermement condamné la guerre en Ukraine. Ce n'est pas un sommet du G20 qui décide de la paix ou qui permet d'arrêter une guerre. Nos débats, sur la base d'ailleurs de propositions que nous avions faites, montrent qu'il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade. Même si le président Poutine n'était pas venu, le message que lui envoient les plus grandes puissances économiques du monde réunies à Bali est très clair. La grande majorité des membres du G20 condamnent explicitement la guerre en Ukraine. Le G20 ne veut pas de la guerre. Alors, il faut le dire, hein, la Chine ni l'Inde n'ont encore officiellement affiché leur rejet de la guerre en Ukraine. Mais ça va pas être... Mais... Ils ne vont pas faire ça. Franchement, ce sont des manœuvres diplomatiques. Mais donc ils peuvent raisonner Vladimir Poutine, le Kremlin? Comment ? La Chine peut raisonner le Kremlin encore ? Je pense qu'elle a quand même des moyens de se faire entendre. Mais effectivement, ça ne peut se faire que clandestinement, si je puis dire. Ça ne sera pas, vous n'aurez pas des grandes déclarations des dirigeants chinois disant aux Russes ça suffit. Mais en revanche, il y a quand même tout un ensemble de pressions, ne serait-ce que les acquisitions d'hydrocarbures ou de gaz. Enfin, il y a quand même des moyens de pression considérables et de l'Inde et de la Chine, surtout de la Chine. Vladimir Poutine absent du G20, quasi invisible d'ailleurs ces derniers jours. De quoi cet effacement est-il le signe? Il ne veut pas réagir après l'humiliation du retrait des troupes russes à Kherson? Ou est-ce que c'est aussi le signe d'une lutte de pouvoir au Kremlin? Ça, écoutez, je suis vraiment... je sais bien que... Vous êtes très bien informé, mais c'est le contraire de Kissinger. Vous savez, Kissinger, à qui on demandait quelle était la disposition des troupes, des armes nucléaires tactiques américaines en Allemagne, il avait dit « I could tell you if I didn't know ». Je pourrais vous le dire si je ne le savais pas. Moi, c'est le contraire. Vous ne pouvez pas le dire, même si... Je ne peux pas le si dire parce que je ne le sais pas. Mais je crois quand même que la situation de pouvoir de Poutine est quand même très profondément modifiée. Je veux dire que je crois que l'ensemble des dirigeants russes, militaires, civils, économistes, chefs d'entreprise, savent qu'il a engagé le pays dans une très très mauvaise affaire. C'est quand même l'infaillibilité pontificale du tsar a été quand même très très profondément mise en cause. Alors, la dévolution du pouvoir en Russie, c'est très particulier, c'est généralement violent. Il est assez peu probable, même qui est une grande manifestation type prise de la Bastille, etc., du peuple russe. C'est pas on n'a pas cet article en magasin. En Russie, c'est que les prises de pouvoir sont toujours par des minorités. Regardez le parti bolchevique en 17, c'est une minorité, etc. Mais quelle est exactement l'analyse que font les milieux les plus proches de Poutine? Il a toujours été, même par les gens du KGB à l'époque, il avait toujours été considéré avec un peu de méfiance. Ils avaient refusé de l'engager au début parce qu'ils le trouvaient un peu émotif, un peu trop nerveux. Vous savez, comme Staline. D'ailleurs, Staline qui disait de Hitler, oui, globalement Hitler c'est un client sérieux, mais un peu émotif.
Et c'est un peu et donc, ça doit les inquiéter. Mais quand même, le système de pouvoir est totalement concentré autour de Poutine, et je suis absolument alors là incapable de dire si il est concrètement en situation de fragilité ou pas. En France, après le coup de tension d'hier soir, certaines voix s'élèvent de nouveau pour demander des négociations, comme Marine Le Pen ce matin sur BFM, qui en a d'ailleurs profité pour, sinon révéler, en tout cas exposer ce qu'est une guerre. Je suis inquiète parce que je suis une mère de famille, parce que j'ai des enfants et parce que moi, la perspective d'une guerre mondiale me fait extrêmement peur. Comme ça devrait l'être pour tout le monde d'ailleurs, hein, parce que la guerre, elle n'est pas virtuelle. Elle fait des morts, elle fait des morts chez les hommes, les femmes, les enfants. Et donc, moins elle dure, mieux, évidemment, nous nous portons. Et c'est la raison pour laquelle j'avais sollicité qu'une grande conférence pour la paix soit organisée par la France, que je crois que c'est le rôle historique de la France que d'être à l'origine de cette grande conférence pour la paix qui pourrait réunir l'ensemble de ceux qui, évidemment, sont intéressés par ce conflit. Vous êtes élu MoDem, vous réagissez comment à cette proposition de grande conférence ? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Madame Le Pen, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères, et donc tous les membres de la Commission des Affaires étrangères sont sont traités avec égalité par moi au sein de cette commission, mais je ne peux quand même pas m'empêcher de rappeler qu'elle a été du mauvais côté au moment de la préparation de ce conflit, qu'elle n'y a pas cru, qu'elle a marqué sa solidarité avec le président Poutine, alors que nous étions un certain nombre à dire non. L'accumulation de troupes en russe à la frontière de l'Ukraine, c'est une promesse à coup sûr, une promesse d'une intervention. Moi, je l'ai dit publiquement dans certains médias. Alors aujourd'hui, bien sûr, qui ne souscrirait à ces propos pacifistes de Madame Le Pen? Nous sommes tous pour la paix, nous sommes tous pour que la France joue un rôle important au service de la paix. Mais de quoi s'agit-il? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les conditions, d'ailleurs le président de la République l'avait dit lors de la conférence des ambassadeurs il y a 2 mois, il avait dit le moment n'est pas venu. Les Russes, comment voulez-vous que les Russes, que pourraient-ils accepter? L'idée, ça serait de quitter l'Ukraine. C'est un échec absolument inacceptable pour Poutine. Tant que la guerre dure, il n'a pas perdu. Il n'a pas gagné, mais tant que la guerre dure, il n'a pas perdu. Et du côté de M. Zelensky, imaginez-vous qu'ils disent écoutez, on a bien réfléchi, on va en arrêter là, on va laisser le Donbass, tout ce qui est à gauche du Dniepr, on va le laisser et la Crimée, on va le laisser aux Russes. Il disparaît immédiatement de la scène politique. Moi, j'étais en Ukraine avec Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, il y a quelques semaines. On voit l'immensité de l'effort, de la mobilisation, des deuils, des sacrifices consentis par les Ukrainiens. Et on ne va pas leur dire maintenant c'est fini, on recommence comme avant et tous vos sacrifices ne servent à rien. Donc pour l'instant, la situation est véritablement bloquée. On va voir comment évolue la situation militaire. Je ne suis pas rassuré. Je crois que les Russes n'ont pas dit leur dernier mot. Le général en chef qui a organisé le départ de Kherson de façon assez intelligente d'ailleurs, bien que ce soit une humiliation très grande, n'a pas dit son dernier mot. Il va essayer de reprendre l'initiative. Ça ne va pas être facile pour lui, parce que je crois que les Russes sont très démoralisés, très désorganisés. Enfin, ils ont des moyens de destruction considérables sur la population ukrainienne. Donc je crois que ce que devrait dire Madame Le Pen, c'est ce que nous disons nous. Pour l'instant, l'urgent, c'est d'aider les Ukrainiens, de les aider militairement à résister, notamment en leur donnant des armes antimissiles qui leur permettent de les protéger et en aidant fondamentalement la population ukrainienne à passer l'hiver. C'est d'abord la solidarité, tout en veillant, ce que nous faisons les uns et les autres dans les différents pays de l'Alliance occidentale, tout en veillant à ce que la guerre soit contenue dans des limites précises et qu'elle ne déborde pas sur un plan mondial. Donc c'est ça notre devoir, si vous voulez. Le reste, ça sera donné
de surcroît, s'il se passe quelque chose, si, par exemple, il y a des modifications de pouvoir à Moscou, ça serait évidemment quelque chose sur lequel on devrait immédiatement prendre appui. Et c'est peut-être une des solutions pour les Russes, de dire on met quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre pourra être un interlocuteur et pourra nous permettre de négocier la paix. Pourra nous permettre et de sauver l'honneur des Russes, la honte étant assumée, si je puis dire, par Poutine. En disant, non, il nous a amenés dans une situation impossible. Donc il y a peut-être des scénarios comme ça, mais bon. D'autres sujets à vous soumettre, Jean-Luc Bourlanges. Je vais vous montrer, parce que vous l'avez reçu. Étienne de Poncel, ambassadeur de France en Ukraine. Ambassadeur à Kiev, qui nous a reçus l'autre jour, qui est formidable. Et ce livre est formidable, parce que c'est la guerre au jour le jour. Vous l'avez reçu, je crois, monsieur. La semaine dernière. Et je crois qu'avoir des diplomates comme ça, vraiment, le pays doit en être fier. Des diplomates intelligents, sur la brèche, constamment attentifs à la défense de nos concitoyens, à la solidarité avec nos alliés. Moi, je suis fier d'avoir des représentants du corps diplomatique de cette qualité. Merci beaucoup, Jean-Luc Bourlanges.